Salut les Goliaths. Bon, calmez-vous. Calmez-vous. Bah, Goliath, c'est pas que vous possédez une force physique impressionnante. En fait, le poisson tigre Goliath vit dans les grands lacs africains. Et si vous en croisez un, je vous conseille de faire demi-tour. Puisque, bon, avec ses 45 kilos et ses énormes dents, c'est un sacré monstre et un potentiel prédateur pour l'être humain. Exactement comme l'homme dont on va parler aujourd'hui. Attends, comment ça? Oui, t'as bien entendu. Je parle d'un prédateur. Ah ouais, le genre tapis dans l'ombre et qui guette ses proies avant d'attaquer? C'est ça. En même temps, comment employer un autre terme face à un homme qui a sauvagement assassiné 5 personnes? Le tout quand même en narguant ouvertement la police, en revendiquant aussi ses crimes dans la presse et en provoquant d'ailleurs au passage la panique dans tout un état. D'ailleurs, peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de lui. Il s'agit de l'un des tueurs en série les plus connus, mais paradoxalement l'un des plus mystérieux. Puisque malgré les efforts des enquêteurs, personne n'a jamais pu connaître son identité. Et d'ailleurs, si je vous parle de 5 meurtres principaux, c'est parce que ce sont les seuls qui ont pu être avérés. Le meurtrier, quant à lui, en a revendiqué plusieurs dizaines. Oui, effectivement. Et au final, qu'est-ce qu'on sait de lui? Pas grand-chose. Il serait brun, de taille moyenne, porterait des lunettes. Ah, mais attends, ça pourrait être toi. Regarde la photo de ta chaîne. 2 secondes, j'ai pas terminé. Alors déjà, j'ai plus de lunettes. Bon, c'est vrai qu'il faut que je mette à jour cette photo de profil. Ensuite, le mec chausserait apparemment du 44 et il serait plutôt du genre massif et baraqué. Et d'ailleurs, petit détail non négligeable, il aurait apparemment envoyé un code secret à la police. Assez étrange et à base de cryptogrammes, qui devait servir à révéler son identité. Malheureusement, personne n'a jamais été capable de l'élucider. Alors allons-nous un jour connaître l'identité de ce tueur? À votre avis, qui la police a-t-elle soupçonné? Comment se fait-il qu'il n'ait jamais été arrêté? Et surtout, pourquoi tuait-il? Bref, vous l'aurez compris, dans cette nouvelle bulle, nous allons nous pencher sur l'une des affaires les plus sombres d'Amérique. Et prenez garde, car nous allons suivre les traces de l'un des meurtriers les plus habiles et énigmatiques que l'histoire ait connu. J'ai nommé l'insaisissable Zodiac. Tout commence, nous sommes alors en Californie, dans la région, jusqu'à ce qu'une voiture de couleur claire s'approche de l'endroit où ils sont eux-mêmes stationnés. Un homme en sort et se dirige vers eux, calmement. Arrivé à leur hauteur, l'étrange inconnu sort un pistolet et le pointe dans leur direction. David, alors assis à la place du conducteur, a à peine le temps de sortir de la voiture qu'il est abattu d'une balle en pleine tête. Quant à Betty, elle fait quelques pas en courant avant de recevoir 5 balles dans le dos qui lui ont été fatales. Évidemment, personne n'a survécu pour raconter cette scène. C'est grâce à la façon dont les corps ont été trouvés et dont les balles ont été tirées que les enquêteurs ont pu reconstituer les événements. Et dès le lendemain, la nouvelle se répand dans la région. Un jeune couple a été assassiné. Aucun témoin n'a été retrouvé, aucun objet personnel n'a été volé et les victimes n'ont pas été violentées. Et là-dessus, je sais pas, je le sens, vous allez vous dire... Mais pourquoi il les a tués alors? Voilà, je le savais quoi. Et justement, on ne comprend pas quel mobile aurait pu pousser qui que ce soit à s'attaquer à des gosses de 16 et 17 ans. L'affaire semble donc incompréhensible. Nous sommes désormais le soir du 4 juillet 1969. Darlene Ferrin et Michael Mageau, un couple d'amants, se retrouvent en secret pour discuter. Il faut savoir que Darlene est mariée à un autre homme et elle est serveuse. Quant à Michael, ouvrier de son état, est légèrement plus jeune qu'elle. On va pas dire que c'est une cougar, mais vous voyez l'idée. Bon, ils ont garé leur voiture sur un parking, dans un parc non loin du lac Herman, là où avait lieu le premier meurtre. C'est le jour de l'indépendance des États-Unis. Mais tous deux préfèrent s'éloigner des festivités, même s'ils sont interrompus parfois par quelques pétards qui traînent. Et une fois le brouhaha disparu, ils remarquent une voiture qui se gare en silence derrière eux. Celle-ci repart rapidement sans que personne ne se manifeste. Les deux jeunes gens reprennent alors leur conversation, mais 5 minutes plus tard, la même automobile revient. Cette fois-ci, le conducteur en sort et il tient alors une lampe torche éblouissante, ce qui conduit Michael à penser qu'il s'agit probablement d'un contrôle policier. Et alors qu'il cherche ses papiers, il reçoit une balle au visage et au torse. Il essaie de se dégager sur le siège arrière, mais il est alors touché au genou. Darlene, elle, dans la panique, essaye d'ouvrir sa portière, mais elle est atteinte au bras et au dos. Ah c'était pas un contrôle de police finalement. Vraiment très perspicace. Bref, alors que le tireur retourne dans sa voiture, il entend Michael gémir. Il fait alors volte-face et revient tirer 2 balles de plus dans chacune des victimes. Et il repart alors enfin, persuadé d'avoir réussi sa funeste mission. Pourtant, il ne le sait pas, mais le couple est toujours en vie. Michael se laisse glisser sur le sol, baignant dans son sang et attendant soit la mort, soit les secours. Quelques minutes plus tard, la police reçoit un étrange appel, passé d'une cabine téléphonique non loin de là. L'un des agents décroche, et à l'autre bout du fil, c'est une voix monotone qui semble lire un texte. Si vous allez à 1,5 km à l'est de Columbus Parkway, vers le parc public, vous trouverez des gosses dans une voiture marron. Ils ont été abattus avec un Luger 9 mm. J'ai aussi tué les gosses de l'année dernière. Au
revoir. Du coup, oui, ça fait un peu froid dans le dos. Mais ce que le tueur n'avait pas prévu, c'est que Michael a survécu. Alors, c'est bien glauque tout ça, mais que fait la police? Eh bien, Michael a pu donner une description de l'homme qui l'a attaqué. Il serait apparemment blanc, d'allure carrée, bref, pas le genre gringalet quoi. Bon, il aurait aussi les cheveux sombres, un visage large et des lunettes. En gros, ce que Chris essaye de dire, c'est que c'est Monsieur Tout-le-Monde. Cela aurait été bien plus simple si ça avait été un grand gaillard de 2 mètres avec des cheveux violets et une pipe, c'est certain. Mais c'est à partir de là que le mystère se complexifie. Le 1er août 1969, soit à peu près un mois plus tard, 3 des plus importants journaux locaux, le San Francisco Chronicle, le San Francisco Examiner et le Valero Time Herald, reçoivent tous une lettre qui... comment dire, glace le sang quoi. L'auteur se présente comme l'agresseur des 2 couples et livre des détails que seul le meurtrier ou la police serait à même de connaître. Mais ce n'est pas tout. Et avec la lettre, il a envoyé un message codé composé de 408 symboles, divisés en 3 parties. Et une partie a été envoyée à chacun des journaux. Selon le tueur, il est possible de trouver son identité en le décryptant. Et tenez-vous bien puisque voici ce qu'il exige. Si vous n'imprimez pas ce message à la une, je déambulerai tout le week-end le long des routes isolées pour tuer des gens, jusqu'à ce qu'une douzaine de personnes soient assassinées. Ah, ça peut faire plutôt flipper, je pense. On reçoit ça, on n'est pas serein, quoi. Mais les journaux n'ont pas cédé à la menace. Enfin, pas tout à fait. Ils ont bien publié le message, mais seulement à la page 4. Et 3 jours plus tard, Donald et Betty Harden réussissent à craquer la première partie du code. Et ce que dit le meurtrier dans ce message, c'est que, en gros, il adore tuer, et que quand il sera lui-même mort et qu'il montera au paradis, toutes ses victimes deviendront ses esclaves dans l'au-delà. Ah ouais, il était quand même bien starbé. Et la nouvelle est presque immédiatement suivie d'une seconde lettre. Pour la première fois, le tueur se fait appeler le Zodiac. Bon, il dit dedans qu'il n'est pas vraiment content de ne pas avoir été publié à la une des journaux, comme il l'avait gentiment demandé, et il termine alors sa lettre par un symbole qui deviendra sa signature, un cercle au centre duquel se trouve une croix. Dans tous les cas, plus aucun crime ne surviendra pendant plus d'1 mois et demi, jusqu'au 27 septembre. Ce jour-là, Cecilia Shepard et Brian Hartnell se trouvent au bord du lac Berryessa, quand la jeune femme aperçoit un homme qui se dirige vers eux. Ses habits sont sombres et il se dissimule derrière un arbre en les approchant. Lorsqu'il reparaît, il est cagoulé et sur sa cagoule se trouve le symbole du zodiaque, un cercle avec une croix. Ah ouais, ça part mal là. Ouais, d'autant qu'il les menace avec un pistolet, ça je te l'ai pas dit. Mais cette fois, le Zodiac discute avec le jeune couple. Il raconte qu'il a tué un gardien de prison, qu'il s'est évadé et qu'il doit fuir le pays. Il a donc besoin d'argent et d'une voiture pour pouvoir partir au Mexique. Une histoire pas très claire. Mais Brian se montre réceptif et tente de l'amadouer. Malgré sa peur, Brian a le sentiment de reprendre petit à petit le contrôle de la situation. Et se détend donc quelque peu. Apparemment, il n'était pas si fou que ça et il était facile à gérer quoi. Et du coup, finalement, le mystérieux inconnu demande à Cecilia d'attacher son compagnon, puis il l'attache elle-même et resserre le lien de Brian. On n'est jamais trop sûr. Il sort alors un couteau et déclare qu'il va les poignarder. Oui, c'est sûr que c'est un sauvage, on va pas parler de Winnie l'ourson aujourd'hui. Brian alors, désemparé, lui demande de le tuer avant Cecilia, car il ne supporterait pas de la voir mourir. Et le Zodiac alors exécute ses dernières volontés en riant. Comme la fois précédente, le Zodiac est parti avant de vérifier que ses victimes étaient mortes, et il a prévenu lui-même la police de son crime en les appelant d'une cabine téléphonique. Cecilia a succombé à ses blessures 2 jours plus tard, mais Brian, lui, a survécu. Cependant, cette fois, on a trouvé des indices. Une empreinte de pas de taille 44 qui révèle que le tueur serait un homme assez lourd, bien corpulent, et le signe aussi du Zodiac qui a été gravé sur la voiture du couple, accompagné de la date de ses précédents meurtres. Visiblement, l'appétit du Zodiac s'était réveillé puisqu'à peine quelques semaines plus tard, c'est également le corps d'un chauffeur de taxi qui a été retrouvé sans vie à San Francisco, avec une balle en pleine tête. D'ailleurs, une grande partie de sa chemise a été découpée et embarquée par le tueur. De sa chemise? Mais pourquoi faire? Je sais pas, écoute, je sais pas quoi te dire. En tout cas, cette fois-ci, 3 adolescents disent avoir aperçu le meurtrier depuis leur fenêtre et grâce à eux, les enquêteurs ont pu établir le tout premier portrait robot du Zodiac, que voici. Et le pire vraiment dans tout ça, accrochez-vous, c'est que il a failli être arrêté, puisque par erreur, la radio de la police a transmis le signal d'un homme noir pour ce crime. Et même si effectivement les flics ont croisé un gars blanc, plutôt costaud, brun et avec des lunettes, ils l'ont laissé filer sans lui poser de questions. Bien, comment on le sait? Eh bien, c'est le Zodiac lui-même qui l'a raconté dans une nouvelle lettre, avec son petit tombe au cœur habituel. Et il était bien content d'avoir passé le contrôle de police, et se moquer d'eux, et se flatter d'être plus intelligent, blablabla. Alors que bon, entre nous, c'était quand même un coup de chance, on va quand même pas déconner.
Petit à petit, la relation entre le Zodiac et la presse va prendre une tournure très bizarre. Le 14 octobre, il envoie une nouvelle lettre au San Francisco Chronicle, et dans cette lettre se trouve un morceau de la chemise du chauffeur de taxi assassiné. Et encore plus surprenant, dans la lettre suivante, il explique que les meurtres, c'est terminé. Enfin, les meurtres qui ressemblent à des meurtres, tout du moins. Non, vous voyez, tout ça, c'est devenu trop grossier pour le Zodiac, parce que ce qu'il veut maintenant, c'est que les victimes aient l'air d'avoir été tuées par un accident, de manière fortuite. Au passage, il envoie les plans d'une bombe qu'il est en train de construire, et qui va lui permettre de faire sauter un car rempli d'enfants. Bon, finalement, ça n'arrivera jamais, mais quand même quoi. Mais alors bon, ça fait des mois et des années que ça dure ce petit manège. Vous allez vous demander, où est l'enquête? Bah ouais, elle en est où l'enquête? Ça va, j'ai bien dit. Eh bien, on va dire qu'avec le temps, les enquêteurs commencent par comprendre, on va dire, le tempérament de ce malade, quoi. C'est assez évident qu'il faut vraiment pas être net, mais putain. Bien, veuillez l'excuser, il est un petit peu émotif, et en plus il ne connaît pas les termes techniques. Ce travail s'intitule le profilage criminel. Il s'agit de comprendre comment fonctionne le Zodiac et de dresser son profil psychologique afin de prévoir ses prochaines actions. Voilà, nous pouvons continuer. Bah déjà, il semble n'avoir jamais volé, torturé ou violer ses victimes. Il semble même probable qu'il ne les connaissait pas, comme si elles avaient été là, au mauvais endroit, au mauvais moment. Et il ne s'agissait pas non plus de pulsions sexuelles, de meurtre passionnel ou de vengeance, mais juste probablement d'un plaisir sadique. Tiens, t'es là, je te prends, je te plante, je te bute, terminé quoi. Ensuite, vous avez peut-être remarqué que dans la plupart des cas, il s'attaque à des jeunes couples, comme si quelque part ça l'agaçait de voir un jeune homme et une jeune femme se séduire et passer du temps ensemble, comme si c'était une vision qui lui était insupportable. D'ailleurs, sur 3 attaques de couple, les hommes s'en sont sortis vivants par 2 fois. Ce qui a quand même poussé les enquêteurs à se demander si le Zodiac n'avait pas un problème avec les femmes, comme il semblait s'acharner plus sur elles. Bon, en gros, on pouvait imaginer qu'il était peut-être un peu frustré de ce côté-là, quoi. Bah, sa vie sexuelle ou amoureuse devait pas être faux folle, quoi. Et ce qui vient appuyer ces théories, c'est que dès que ces déductions sont parues dans la presse, la prochaine victime du Zodiac fut, un chauffeur de taxi. Étrange. Un homme seul, abattu par derrière, probablement son meurtre le plus lâche. Ah ouais, je vois, donc cette fois il a choisi un homme seulement pour prouver que c'était pas un gros frustré en fait. Il s'est peut-être senti un peu piqué au vif, enfin, on imagine. Prenons ensuite sa correspondance avec la presse. Pourquoi envoyer des lettres et revendiquer ces crimes de la sorte? Moi j'aurais rien dit, enfin c'est pas ma façon de procéder, enfin bon en tout cas le Zodiac, lui il fonctionne pas comme ça. Il fallait absolument qu'on sache qu'il était derrière tout ça, que son nom inspire la terreur et qu'il puisse se vanter de son intelligence. Un petit peu comme Voldemort quoi, chacun a ses références. Bref, en gros, faire du mal pour le Zodiac, c'était un moyen pour lui de se sentir important, de se distinguer. Probablement en même temps parce que son quotidien était certainement très triste et morose, qu'il a manqué d'attention à un moment de sa vie. On lui a piqué ses BN à la récré. On ne sait pas tout ça. Ah oui, bah c'est un peu comme les haters de Twitter finalement. Oui bon, on va pas non plus lancer un débat. Concernant le Zodiac, on suppose qu'une fois la terreur bien installée en Californie, il aurait cessé de tuer. Et quant au meurtre qu'il a revendiqué par la suite, personne n'a pu avoir la preuve directe qu'il les avait commis. Et on pense donc qu'il se les serait appropriés avec de gros mensonges. Comme si, finalement, son but avait simplement été de vouloir devenir célèbre. C'était peut-être être youtubeur avant l'heure, on sait pas. Ouais non, tu t'éloignes du sujet là. Pardon. Et dès qu'il sentait qu'il retombait dans l'anonymat, il envoyait une autre lettre, menaçait un journaliste. Et ça n'avait parfois plus trop de sens, jusqu'à même devenir carrément ridicule. Pour vous dire quand même, le Zodiac allait jusqu'à exiger que les habitants de la région portent quand même des badges à l'effigie de son symbole. Je suis très en colère contre les habitants de San Fran Bay Area. Ils n'ont pas respecté mon souhait de les voir porter de jolis badges avec ma croix cerclée. Je promets de les punir s'ils ne s'exécutent pas, en détruisant un bus d'écoliers. C'est comme s'il était resté très immature, qu'il voulait forcer l'admiration et jouer avec une société dans laquelle il se sentait exclu, histoire de rassurer son ego blessé sur sa propre intelligence et sur le fait que c'était certainement quelqu'un d'exceptionnel. Et selon certains profilers, il avait de très fortes insécurités, qu'il essayait de compenser de manière maladive. Bref, c'était sans doute un gros loser dans le fond. Mais un gros loser... Très dangereux. Bon d'accord, mais en sachant tout ça, les flics, ils n'ont pas trouvé qui il était? C'est la question? Bah en fait, c'est plus compliqué. En réalité, à ce stade de l'histoire, la police a plusieurs suspects. Et parmi eux, certains se distinguent plus que d'autres. Par exemple, un certain Arthur Lane Allen a été dénoncé par l'une de ses connaissances comme étant le Zodiac. Selon l'informateur, Allen lui aurait confié être fasciné par un certain livre, Les chasses du comte Zaroff, un ouvrage dont le protagoniste est un comte qui organise des chasses à l'homme. Ben, c'est pas très rassurant. Il se serait intéressé à la falsification de l'écriture, serait plutôt un bon tireur et aurait directement évoqué l'idée d'emprunter un nom particulier, celui
du Zodiac. Ça fait quand même pas mal d'indices. Il possédait d'ailleurs une montre de cette marque, puisque oui, le Zodiac est une marque de montre, et dont le logo est, accrochez-vous bien, une croix cerclée. D'ailleurs, Allen est un homme plutôt turbulent. Il a été renvoyé plusieurs fois de son travail, car il aurait eu des tendances... c'est 3 fois rien, des tendances pédophiles quoi. Du coup, il avait du mal à se stabiliser, à garder un travail, une femme ou des amis proches de lui très longtemps. Il aurait même passé 2 ans en prison, habité non loin des lieux de crime et se vantait même de faire partie des suspects de cette enquête. Bref, c'était un peu une fierté quoi. Imaginez les mecs, je suis Zodiac. Et d'ailleurs, cerise sur le gâteau, Michael Mageau, qui a survécu au Zodiac, l'a formellement identifié en 1991 comme étant l'homme qui lui aurait tiré dessus. Alors vous, qu'est-ce que vous en dites? Bah, ça fait quand même beaucoup de choses troublantes, là. Allons, ce serait trop simple. Puisque en réalité, la fille de l'homme qui a témoigné contre Allen aurait subi des attouchements de la part du suspect. Cela ferait donc un parfait motif pour essayer de lui coller une accusation de meurtre sur le dos. Vous croyez pas? Mais physiquement, Allen n'a rien à voir avec la description du Zodiac. Il a passé par exemple un test de détecteur de mensonges, mais sans résultat. Michael Mageau semblait drogué et dépressif lorsqu'il l'a identifié. Et enfin, ni ses empreintes, ni son ADN, ni son écriture ne correspondent à ce qui a été relevé sur les lettres envoyées par le Zodiac. Mais bon, de toute façon, il est décédé sans qu'on puisse jamais rien trouver, donc... fin de l'histoire. En gros, la police a eu affaire à des centaines de suspects et interrogé pas moins de 2500 personnes. Mais aucune n'a pu convaincre les policiers de sa culpabilité. Arthur Allen reste encore à ce jour le suspect principal. Mais aucune preuve tangible n'a jamais pu être découverte sur lui. La dernière fois qu'on est à peu près sûr que le tueur est frappé, c'était pour enlever Kathleen John et son bébé, en faisant semblant de l'aider sur l'autoroute suite à un dysfonctionnement de sa voiture. Mais la jeune femme a réussi à s'enfuir avant que le drame ait pu se produire. Par la suite, elle identifia plusieurs personnes différentes, sans qu'on réussisse à savoir réellement s'il s'agissait du Zodiac. Sa mémoire était un petit peu troublée, on va dire. Et ainsi, pendant des années, le Zodiac a affirmé avoir tué des dizaines et des dizaines de personnes, sans que l'on puisse le relier avec exactitude au crime. Parfois, il se passait même des années sans qu'il n'écrive de nouveaux journaux. Jusqu'à sa toute dernière lettre, la 16e, envoyée en 1978. Cher éditeur, c'est le Zodiac qui vous parle. Je suis de retour parmi vous, je suis là. J'ai toujours été là. J'attends toujours un bon film sur moi. Qui va jouer mon rôle? Maintenant, je contrôle tout. Et c'est ainsi la dernière fois qu'on entendra parler de lui. Et d'ailleurs, les spécialistes ne sont même pas sûrs qu'il s'agissait réellement de l'auteur de cette lettre. Et bref, c'est comme ça que s'achève une enquête haletante qui reste pour l'heure irrésolue. En tout cas, ce qu'on peut dire après ce récit, plutôt terrifiant, c'est que le Zodiac a de nombreux points communs avec un autre tueur en série très connu, Jacques l'Éventreur. Et oui, puisque dans les deux cas, on ne sait pas trop évaluer le nombre de victimes totales qu'il aurait fait. Tous deux ont envoyé des lettres à la police pour revendiquer leur meurtre, et tous deux semblaient trouver une énorme satisfaction dans le fait de se sentir supérieurs et plus intelligents que les autorités. Et enfin, tous deux sont restés célèbres dans la culture populaire. Et j'en veux quand même pour preuve les 2 films qui sont sortis sur le sujet et qui retracent l'enquête, notamment celui réalisé par David Fincher, Zodiac, avec Robert Downey Jr. Et du coup, oui, le Zodiac, le tueur anonyme de Californie, qui rêvait d'avoir un film pour faire connaître son histoire et ses crimes, a finalement obtenu exactement ce qu'il voulait. Et bien voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Merci de l'avoir vue jusqu'au bout. Pour ceux qui ne le savent pas, nous avons un Discord aussi avec l'équipe. Vous pouvez venir pour discuter avec les membres de l'équipe ou entre vous, et puis surtout, on donne tous les sujets des vidéos en avance. C'est vrai. Donc on vous attend. Oui, exactement, on vous attend. Sur ce, à la prochaine, la Poiscaille.